Le Mali traverse un moment très tendu en ce moment et vous devez absolument savoir ce qui se passe sous tous les angles. Vous devez savoir à tout prix ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard, puisque cette guerre vient de commencer et entre les terroristes et le gouvernement malien, franchement, c'est vraiment incontrôlable. Qu'est-ce qui se passe? On vous explique. Bienvenue. Si vous suivez l'actualité africaine depuis quelques mois, vous savez déjà que le Mali n'est pas un pays ordinaire en ce moment. Ce n'est pas un pays qui souffre en silence, ni un pays qui plie sous les coups du destin sans réagir. Le Mali, depuis plusieurs années maintenant, est devenu quelque chose de beaucoup plus grand que lui-même. Il est devenu un symbole, une ligne de front, une démonstration vivante que le rapport de force entre l'Afrique et ses anciens maîtres est en train de se reconfigurer brutalement. Mais ce que vous allez apprendre aujourd'hui dépasse de très loin les simples titres de journaux que vous avez pu lire ou entendre. Ce que nous allons vous raconter, c'est la vérité dans toute sa complexité, dans toute sa brutalité, dans toute son humanité. Parce que derrière les batailles, derrière les drapeaux, derrière les déclarations officielles, il y a des hommes et des femmes dont la vie bascule chaque jour. Et il y a surtout une question que tout le monde se pose en ce moment, même si peu osent la formuler à voix haute. Est-ce que le Mali est en train de gagner ou est-ce que le Mali est en train de s'effondrer? Pour répondre à cette question, il faut remonter le fil. Il faut comprendre d'où vient cette crise, pourquoi elle a pris cette ampleur-là et surtout pourquoi ce qui se passe aujourd'hui au Mali nous concerne tous, que vous soyez malien, burkinabé, sénégalais, ivoirien, congolais, camerounais ou simplement africain de cœur vivant, à Paris, à Bruxelles, à Montréal ou à New York. Parce que ce qui se joue là-bas, dans ce pays enclavé, au cœur du Sahel, c'est une bataille qui va déterminer le visage de l'Afrique pour les 20, 30, peut-être 50 prochaines années. Rien de moins. Alors prenez le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce que chaque partie de ce que nous allons vous dire est essentielle. Ne sautez rien, regardez jusqu'au bout. Commençons par le commencement. Kidal. Si vous avez suivi l'actualité malienne, vous avez forcément entendu ce nom. Kidal. Une ville du nord-est du Mali. Une ville que l'on pourrait décrire comme une ville ordinaire au premier regard, avec ses rues poussiéreuses, ses marchés animés, ses habitants qui essaient de vivre une vie normale dans des conditions qui n'ont absolument rien de normal. Mais Kidal n'est pas une ville ordinaire. Kidal est un symbole. Et les symboles en politique, en guerre, en histoire, valent parfois plus que des territoires entiers. Kidal, c'est depuis des décennies le bastion des rébellions touaregs. C'est la ville où les résistances se sont organisées, où les frustrations ont explosé en conflits armés, où la question de l'identité touareg et de la place de ces populations dans l'État malien s'est posée avec la plus grande intensité. Depuis des années, Kidal concentre toutes les tensions d'un pays fragmenté, d'un État qui peine à exercer son autorité sur l'ensemble de son territoire, d'une nation dont les contours ont été tracés par des mains étrangères sans vraiment tenir compte des réalités humaines, culturelles et historiques du terrain. C'est ici que l'histoire du Mali se joue. Et c'est ici, très précisément, que tout a recommencé. En 2023, l'armée malienne avait réussi quelque chose que beaucoup croyaient impossible, reprendre Kidal. Après des années de tensions, de négociations ratées, d'accords de paix signés et jamais respectés, les forces armées du Mali, les FAMA, avaient marché sur Kidal et récupéré le contrôle de la ville. C'était un moment historique. Le drapeau malien, planté à Kidal, c'était le signe que quelque chose avait changé dans les rapports de force au nord du pays. C'était le signe que le gouvernement de transition, sous la direction du colonel Assimi Goïta, entendait bien réaffirmer la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble de son territoire, quelle qu'en soit la difficulté, quel qu'en soit le prix. Et le prix, il faut le dire, avait été lourd, mais la victoire avait eu lieu. Kidal était malienne. Sauf que dans ce pays, dans cette région, rien n'est jamais définitivement acquis. Rien. Le terrain change, les alliances évoluent, les groupes armés se reforment, les rancœurs s'accumulent, et ce que l'on croyait réglé peut se rouvrir comme une blessure que l'on n'a pas pris le temps de soigner correctement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que les rebelles touaregs du CSPDPA, le cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad, n'avaient pas dit leur dernier mot, loin de là. Et lorsque des images amateurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, montrant des combattants pénétrant dans les rues de Kidal à bord de leurs véhicules, des coups de feu résonnant dans une ville apparemment désertée, des soldats maliens invisibles,
retranchés selon les rebelles dans l'ancien camp des Nations Unies avec les soldats russes de l'Africa Corps. Quand ces images-là ont commencé à circuler, tout le monde a compris que quelque chose de très grave venait de se produire. Et ce quelque chose, c'est un retour en force, un retour brutal, coordonné, symbolique. Les rebelles du Front de libération de l'Azawad, le FLA, ont célébré dans le centre-ville de Kidal en remplaçant le drapeau malien par le leur. Pensez-y. Le drapeau du Mali, mis en berne, remplacé par celui d'un mouvement séparatiste. Imaginez ce que cela représente sur le plan symbolique pour les Maliens. Imaginez ce que cela représente pour Assimi Goïta et son gouvernement. Imaginez ce que cela représente pour tous ceux qui avaient cru en 2023 qu'une page de l'histoire malienne venait d'être tournée. Cette page n'était pas tournée, elle n'était que froissée, et maintenant elle brûle. Mais Kidal, ce n'est que le début de ce que nous avons à vous raconter. Parce que simultanément, et c'est là que la situation devient vraiment inquiétante, des attaques coordonnées ont été signalées dans plusieurs villes du Mali en même temps. Gao, Kidal, Bamako et d'autres localités. Des attaques simultanées, coordonnées, menées avec un matériel qui demande une logistique, une organisation, des ressources que l'on n'improvise pas. On ne coordonne pas une attaque sur 5 villes à la fois avec des moyens artisanaux. On ne fait pas ça avec de la bonne volonté et quelques kalachnikovs. Ce type d'opération requiert du renseignement, de la planification, du financement, du matériel de haute précision. Et ça pose une question que beaucoup préfèrent ne pas se poser. Qui, derrière les rebelles et les groupes armés qui opèrent au Mali, a les moyens de financer et d'organiser quelque chose d'aussi sophistiqué? Parce que les ennemis du Mali, dans ce conflit, ne sont pas seulement ceux que l'on voit sur le terrain. Il y a des ennemis visibles et des ennemis invisibles. Il y a ceux qui tirent les armes et ceux qui les chargent. Il y a ceux qui combattent et ceux qui financent le combat depuis des bureaux climatisés à des milliers de kilomètres de distance. Et comprendre cette réalité-là, c'est comprendre pourquoi ce conflit est si difficile à résoudre, pourquoi il rebondit sans cesse, pourquoi chaque victoire est suivie d'une nouvelle menace, d'une nouvelle crise, d'un nouveau front. Le gouvernement malien le sait, Assimi Goïta le sait, et c'est pour cette raison que ses discours, depuis des mois, reviennent toujours sur la même idée. L'ennemi n'est pas seulement à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur. Il est dans les structures qui permettent à des informations de fuiter, dans les complicités qui rendent possible des attaques de cette précision, dans les réseaux qui alimentent les groupes armés en armes, en argent, en renseignements. Et quand Goïta a évoqué l'idée d'un hiver noir, quand il a averti que les batailles à venir seraient rudes et sans merci, ce n'était pas de la rhétorique de guerre, c'était une analyse froide de la situation. C'était un homme qui regardait l'horizon et qui voyait ce qui s'approchait. Maintenant, parlons des soldats maliens qui étaient à Kidal. Selon les informations disponibles au moment de l'attaque, les FAMA et les soldats russes de l'Africa Corps, anciennement connus sous le nom de groupe Wagner avant sa restructuration, se seraient retranchés dans l'ancien camp des Nations Unies. Beaucoup ont interprété ce repli comme une défaite. Beaucoup ont dit « Voyez, les Maliens ont perdu Kidal encore une fois ». Mais la réalité tactique est plus nuancée que ça. Se retrancher dans une position fortifiée n'est pas forcément une défaite. C'est parfois une stratégie. C'est parfois le choix de préserver ses forces pour une contre-offensive. C'est parfois le signe que l'on refuse de se laisser entraîner dans un combat de rue qui coûterait trop cher en vies humaines. La question n'est pas de savoir si les soldats maliens sont à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville à un instant T. La question est de savoir ce qui va se passer dans les heures, les jours, les semaines qui suivent. Et ça, personne ne le sait encore avec certitude. Ce qui est certain, c'est que la situation à Kidal et autour de Kidal reste extrêmement tendue. Les combats se poursuivent aux abords de la base militaire. Les rebelles contrôlent le centre-ville, du moins temporairement. Et les populations civiles, comme toujours dans ces situations, sont prises en étau entre des forces qui se battent pour des enjeux qui les dépassent. Ce sont des familles qui doivent décider si elles restent ou si elles fuient. Ce sont des enfants qui grandissent dans le bruit des armes. Ce sont des vies brisées, des rêves avortés, des deuils qui ne finissent jamais vraiment. Et ça, on ne peut pas l'oublier quand on parle de stratégie militaire et de géopolitique. Derrière les chiffres, les cartes et les communiqués officiels, il y a des êtres humains. Mais revenons à Bamako, parce que si les événements de Kidal sont préoccupants, ce qui s'est passé à Bamako dans la même période est potentiellement encore plus grave. Les informations ont circulé, et il faut être honnête sur leur nature. Elles n'avaient pas encore toutes été confirmées officiellement au moment des faits.
selon lesquels le domicile du président Assimi Goïta aurait été attaqué, et pas seulement son domicile principal, celui de sa seconde épouse également. En parallèle, des informations non confirmées évoquaient des pertes du côté du ministre de la Défense malienne, des informations que certains commentateurs ont déclarées avec prudence, en insistant sur le fait qu'annoncer quelque chose sur la foi d'informations en cours de vérification ne signifie pas cautionner quoi que ce soit, mais simplement rapporter ce qui circule en temps réel dans un contexte de guerre où l'information est toujours fragmentaire, toujours incomplète, toujours susceptible d'être corrigée. Et c'est là un point important que nous voulons soulever. Dans une situation de crise comme celle que traverse le Mali, la gestion de l'information est cruciale. Ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, ce que vous entendez dans des lives, ce que des commentateurs annoncent à chaud, tout cela doit être pris avec un recul critique. Non pas parce que les gens m'entendent forcément, mais parce que dans le fog of war, dans le brouillard de la guerre, l'information est toujours partielle. Elle se construit en temps réel, elle se corrige, elle s'affine. Et ceux qui l'annoncent honnêtement le disent eux-mêmes. C'est ce qui est visible, c'est ce qui est proclamé, et on assume que ça peut être infirmé ou confirmé plus tard. C'est ça le journalisme de terrain dans un contexte de conflit. Pas la certitude absolue, la transparence sur l'incertitude. Ce qui, en revanche, ne fait aucun doute, c'est la nature de ce qui se passe. Ce que nous sommes en train de voir au Mali, dans cette période précise, c'est une tentative de déstabilisation massive et coordonnée du gouvernement de transition. Plusieurs fronts simultanément, des attaques dans des villes différentes en même temps. Une logique qui vise à épuiser les FAMA, à les obliger à se disperser, à créer une situation de panique et de désorganisation qui pourrait, si elle réussissait, fragiliser suffisamment le pouvoir pour précipiter sa chute. Est-ce un coup d'État? Certains le disent. Est-ce une offensive militaire classique de groupes rebelles? D'autres le soutiennent. La réalité, c'est que la frontière entre les deux est parfois mince. Quand on attaque simultanément plusieurs villes d'un pays, dont la capitale, et qu'on vise des résidences de membres du gouvernement, on n'est plus dans une simple guérilla territoriale. On est dans quelque chose de plus systémique, de plus profond, de plus dangereux. Et voilà pourquoi cette situation nous concerne tous. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de regarder ça comme un spectateur détaché. Parce que le Mali n'est pas seul dans sa lutte. Le Mali est le pays où se joue, en ce moment, une bataille qui dépasse ses frontières. Une bataille pour savoir si les États africains qui ont choisi de rompre avec certaines tutelles extérieures, qui ont choisi de chercher d'autres partenariats, d'autres formes de souveraineté, seront soutenus ou détruits. Une bataille pour savoir si la nouvelle génération de dirigeants africains qui dit non à certaines formes d'ingérence aura les moyens de tenir debout face à des pressions qui sont, elles aussi coordonnées, sophistiquées et bien financées. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso voisin, l'a dit clairement. L'hiver sera noir. Ces mots ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des alertes. Ce sont les mots d'un homme qui voit la même tempête approcher de son pays, qui sait que ce qui se passe au Mali aujourd'hui peut se passer chez lui demain et qui essaie de préparer son peuple à une réalité qu'il serait dangereux de nier. L'Afrique du Sahel est dans la tourmente et cette tourmente n'est pas accidentelle. Mais alors, la vraie question que vous devez vous poser maintenant, c'est celle-ci. Comment en est-on arrivé là? Comment un pays aussi riche en ressources naturelles, aussi peuplé d'hommes et de femmes capables et déterminés, aussi profondément ancré dans une histoire millénaire de résistance et de dignité, comment ce pays-là se retrouve-t-il dans cette situation de vulnérabilité extrême? La réponse à cette question, elle est longue, elle est complexe, elle est douloureuse. Et c'est cette réponse-là que nous allons vous donner partie après partie dans cette vidéo, parce que vous méritez de comprendre. Vous méritez de savoir. Et le Mali mérite d'être compris dans toute sa vérité, pas réduit à quelques images d'archives et quelques lignes dans un journal étranger qui n'a jamais mis les pieds dans le Sahel. Alors restons ensemble, parce que la suite de cette histoire va vous surprendre. Pour comprendre le Mali d'aujourd'hui, il faut remonter au Mali d'hier. Il faut remonter aux origines de ces fractures qui n'ont jamais vraiment été soignées, à ces plaies qui ont été recouvertes par des traités et des accords de paix sans jamais être réellement guéries. Il faut parler de l'histoire longue de la rébellion touareg, de ses causes profondes, de ses formes successives et de la façon dont elle s'est articulée au fil des décennies avec les grandes puissances étrangères qui ont toujours trouvé dans l'instabilité du Sahel des opportunités à exploiter. Les Touaregs,
Ce peuple nomade du Sahara et du Sahel, dont l'existence même précède de très loin la création des États-nations africains tels que nous les connaissons aujourd'hui. Un peuple dont le territoire traditionnel, l'Azawad, s'étend sur plusieurs pays modernes, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, l'Algérie, la Libye. Un peuple qui, lorsque les frontières coloniales ont été tracées lors de la conférence de Berlin à la fin du XIXe siècle, s'est retrouvé découpé, fragmenté, réparti entre plusieurs États dont aucun ne correspondait à sa réalité historique et culturelle. Et ce découpage-là, cette violence fondatrice, n'a jamais été véritablement réparée. Elle a continué de produire ses effets tout au long du XXe siècle, générant des tensions, des soulèvements, des guerres qui ont périodiquement ensanglanté le nord du Mali. La première rébellion touareg au Mali indépendant remonte aux années 1960, peu après l'indépendance du pays. Déjà à cette époque, les populations du Nord se sentaient marginalisées par un État central dominé par les populations du Sud. Déjà à cette époque, la question de la représentation, de la redistribution des ressources, de la reconnaissance des spécificités culturelles et linguistiques des Touaregs se posait avec acuité. Et déjà à cette époque, la réponse de l'État malien avait été davantage militaire que politique. Une réponse qui écrasait les symptômes sans traiter la maladie. Des années 1960 aux années 1990, plusieurs cycles de rébellion et de répression se sont succédés. En 1990, une nouvelle insurrection éclate. Des milliers de Touaregs qui avaient fui au Libye sous l'ère Kadhafi, où ils avaient servi dans les rangs de l'armée libyenne, reviennent dans le Sahel avec des armes, de l'expérience militaire et une détermination renouvelée. Les accords de paix signés en 1991 puis en 1992 ont temporairement calmé la situation mais n'ont pas résolu les problèmes de fond. La pauvreté persistante dans le nord, l'absence d'un homme qui voit la même tempête approcher de son pays, qui sait que ce qui se passe au Mali aujourd'hui peut se passer chez lui demain et qui essaie de préparer son peuple à une réalité qu'il serait dangereux de nier. L'Afrique du Sahel est dans la tourmente, et cette tourmente n'est pas accidentelle. Mais alors, la vraie question que vous devez vous poser maintenant, c'est celle-ci. Comment en est-on arrivé là? Comment un pays aussi riche en ressources naturelles, aussi peuplé d'hommes et de femmes capables et déterminés, aussi profondément ancré dans une histoire millénaire de résistance et de dignité, comment ce pays-là se retrouve-t-il dans cette situation de vulnérabilité extrême? La réponse à cette question, elle est longue. Elle est complexe, elle est douloureuse. Et c'est cette réponse-là que nous allons vous donner partie après partie dans cette vidéo. Parce que vous méritez de comprendre. Vous méritez de savoir. Et l'investissement public significatif dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou, la marginalisation continue des populations touaregs dans les institutions étatiques, tout cela continuait d'alimenter un ressentiment qui n'attendait qu'une occasion pour se rallumer. Et l'occasion est venue. En 2012, un événement extérieur au Mali a tout fait basculer. La chute de Mouammar Kadhafi en Libye, en 2011, avec l'aide décisive de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, a eu une conséquence inattendue sur le Sahel. Les arsenaux libyens immenses ont été pillés. Des armes lourdes, des missiles, des véhicules blindés, des quantités considérables de munitions se sont retrouvées sur le marché noir et ont alimenté les groupes armés de toute la région. Et les combattants touaregs qui servaient dans l'armée de Kadhafi se sont retrouvés sans employeur, avec leurs armes et leur expérience, cherchant leur place dans un Sahel désormais en ébullition. Au Mali, ces combattants ont rejoint le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, qui avait été créé peu avant. Et en janvier 2012, le MNLA lance une offensive militaire dans le nord du Mali qui va stupéfier tout le monde par son ampleur et sa rapidité. En quelques semaines, les rebelles s'emparent de Kidal, de Gao, de Tombouctou. L'armée malienne, démoralisée, mal équipée, mal commandée, se retire en désordre. Et le 22 mars 2012, un coup d'état militaire renverse le président Amadou Toumani Touré à Bamako, aggravant encore une crise qui était déjà catastrophique. C'est dans ce contexte de chaos que des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, au Maghreb islamique, l'AQMI, et à d'autres organisations armées profitent du vide pour s'imposer dans le nord du Mali. Ces groupes, qui avaient des objectifs très différents des rebelles touaregs laïcs du MNLA, vont rapidement prendre le dessus et s'emparer de la direction de la situation dans les zones qu'ils contrôlaient. C'est la période la plus sombre de la crise malienne. Tombouctou, ville millénaire et capitale intellectuelle du monde islamique africain,
voit ses mosquées et ses mausolées détruits par des fanatiques. Des populations entières fuient vers le sud.